Ce sont des échantillons de cheveux. On les prend pour le FBI. C'est un projet qu'ils financent. Ils voudraient savoir si les cheveux peuvent nous indiquer depuis quand une personne est morte. Parfois, l'odeur est difficile à supporter. Elle est très forte dans la maison. Mais à part ça, ça va. C'est pas trop dur. C'est un laboratoire en plein air. On y étudie la décomposition du corps humain. C'est un laboratoire unique en son genre. Il n'y en a aucun comme celui-là dans le monde. On peut étudier beaucoup de choses, par exemple ici avec ces corps en décomposition à même le sol, ou dans un lieu comme celui-là, les effets de la température. En quoi est-ce différent d'un corps reposant sur le sol? Il existe des différences très nettes et on doit les connaître. Chaque lieu est unique. Et lorsque la police rencontre ce type de scène de crime, nous devons être capables de lui donner des réponses. Ou encore, par ici, l'intérêt est d'observer les modifications entraînées sur le sol. Parce que le sol sous un corps en décomposition change complètement. Il y a aussi des restes humains qui sont enterrés. Dans ce cas, le processus même de décomposition est entièrement modifié, comparé à un corps en surface ou dans un lieu clos. Toutes ces recherches nous aident à fournir à la police des estimations de la date de la mort. Depuis combien de temps cette victime est-elle là? Un rapport direct avec qui l'a vue pour la dernière fois. Ces informations capitales liées au suspect, l'anthropologue légiste peut les apporter s'il est capable de dire « cette victime est là depuis un jour, une semaine, un mois ou un an ». Les asticots, les ectoparasites, racontent comment le corps est attaqué par l'environnement extérieur. Le gonflement du corps, sa décoloration ou le détachement de la peau indiquent l'état de putréfaction intérieure. Une partie de mon analyse quotidienne sur chaque corps est de découvrir ce qui se passe, de le décrire pour ensuite archiver ces données dans un atlas de référence. Surnommé la ferme des corps, ce laboratoire dépend de l'université de Knoxville, dans le Tennessee. Le département d'anthropologie légale ne compte qu'une poignée de chercheurs enseignants et une dizaine d'étudiants en thèse. Les locaux sont situés sous le stade de football. Ces scientifiques mènent des vies parallèles les unes aux autres, entre leur bureau et la ferme des corps. Chacun ses recherches, chacun ses affaires criminelles, un seul lien, un travailleur du commun. Bonjour Tim. Dr. Jens, Qu'est-ce que vous m'apportez? j'ai besoin de votre aide. Nous avons trouvé des ossements dans la rivière à côté de l'hôpital. Il y a eu un accident d'avion au début des années 70 et on pense que ça pourrait être une des victimes.
J'ai une description physique. Non, non, ne me dites rien, laissez-moi jeter un œil. Ils ne sont peut-être même pas humains. C'est humain. C'est humain? C'est bon signe. Ça paraît jeune aussi. Les os sont très petits. Ça, c'est le cubitus. Jusqu'à présent, ils ont tous l'air de provenir de la même personne. Il n'y a pas d'éléments en doublon. Ah, ça, ce n'est pas humain. Ah bon? Ça, c'est le dîner de quelqu'un. Bon, voyons voir. Probablement fin de l'adolescence. Vous voyez cette ligne? Elle m'indique que c'est une personne plutôt jeune. Ça, c'est l'os iliaque, une partie de la hanche. Il y a une large encoche sur le côté. C'est donc sûrement une jeune femme? Nous avons une personne disparue. L'âge correspond et c'est bien une femme. Qu'est-ce que vous avez? On a une femme. C'est sa photo. 1m60, 17, 18 ans, plutôt menu. 17-18 ans? Ça pourrait convenir. Je suis toujours aussi excitée quand je reçois un coup de téléphone de la police ou d'un médecin légiste qui a besoin de notre aide sur une affaire. C'est toujours aussi palpitant. J'ai une fascination pour le squelette humain et je la ressens toujours. Les os sont un puzzle, une énigme qui doit être résolue. Tout tourne autour de la victime. Il s'agit de donner des réponses aux familles. C'est comme ça que je me considère. Je suis quelqu'un qui donne un visage, une identité à une victime pour que la famille retrouve la paix. Nous sommes tous nés avec une identité et on devrait mourir avec. J'ai commencé à les collectionner parce que je voulais savoir quelles espèces on trouvait dans notre laboratoire en plein air. Je m'intéresse aux dégâts que ces rongeurs provoquent sur les os et aux traces qu'ils y laissent. Et puis j'ai commencé à me demander s'ils mangeaient des asticots ou des asticots en train de devenir chrysalides, ce genre de choses. Traditionnellement, les dents roses étaient associées au traumatisme crânien. Quand elles étaient observées par un médecin légiste, elles signifiaient qu'il y avait eu une blessure à la tête, une noyade ou un étranglement. Ce que nous avons réussi à démontrer, c'est que ce n'était pas forcément le cas. Au laboratoire en plein air, on peut justement faire ce genre d'expérience. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a placé un corps sur une pente, la tête en bas, le cadavre encore frais avec le sang toujours fluide. Et à mesure que le corps s'est décomposé, le sang s'est écoulé et s'est fixé sur cette partie du corps en aval de la pente. Et ce phénomène suffit à provoquer la coloration des dents pendant la décomposition. Ça, je trouve ça excitant. Un soir sur deux, Jennifer se rend à la ferme des corps. Elle étudie l'influence des petits mammifères sur la décomposition humaine. Je ne sais jamais si je bute sur quelque chose. J'ai toujours l'impression qu'il y a des trucs. On descend par là? Et si on allait par là? Qu'est-ce que vous pensez de cet endroit? Comme ça, on aura une vue de côté de la jambe.
Vous pourriez m'éclairer? J'ai une caméra là-dedans. J'ai aussi un détecteur sensible au mouvement des animaux. C'est un détecteur infrarouge. Quand un animal arrive, ça actionne le détecteur qui met ensuite la caméra en route. Dis donc, tu as vu les dégâts des ratons laveurs ici? Depuis combien de temps c'est découvert? En fait, ça fait pas très longtemps. Je dirais la semaine dernière, j'ai remarqué qu'ils avaient tiré sur la bâche. Avant, le corps était entièrement recouvert, même les pieds étaient recouverts. Ils l'ont complètement bougé. Je pense que la jambe était déjà presque décomposée et ils n'ont fait que fouiner. C'est bon, on a fini? En fait, un soir, alors que j'allais vers la porte, j'ai jeté un œil à la colline et j'ai vu les yeux de raton laveur qui me fixaient. Il était très tard. Ils me regardaient partir. Parfois, il y a beaucoup de bruit très bizarre par ici la nuit et il est grand temps de partir. Mais sinon, comme ce soir, c'est très calme. Quand je n'entends pas de craquements dans les buissons ou de hurlements dans la nuit, ça va. C'est même plutôt calme et paisible. À part ces choses-là, ça ne me dérange pas trop de venir ici la nuit. Et si on le mettait là, juste ici? Et si on le mettait plutôt comme ça? Sinon, j'ai peur qu'il glisse le long de la colline. Je suis d'accord. Ou même ici. Si on le met ici comme ça, c'est juste un peu plus loin de cette tombe. On va exhumer le corps la semaine prochaine. Ça va être Frais. tout frais pour les étudiants. On verra. Donc finalement, on va le mettre là. Ah ok, un peu après la dalle de ciment. De nouveaux corps arrivent régulièrement à la ferme. Une centaine de cadavres y gisent en permanence, sur le sol ou sous terre. Où est le chariot? Ah ok, le voilà. Continue, continue. Ok, c'est verrouillé. Il s'agit d'un individu qui s'est suicidé. C'est la morgue qui nous a donné son corps. Je lui mets une étiquette d'identification. C'est une étiquette qui porte le numéro qu'on a attribué à cet individu. Désormais, il sera le numéro 4605D. Ok, prêt? Ah, je vais vous dire les gars, ça fait du bien d'avoir des hommes forts et costauds. Souvent, il n'y a que moi et Rebecca. On va ici, juste ici. Ne laissez pas tomber. Reculez, reculez les gars. Tu vas par ici. Ok, maintenant. David, attrape ce côté. Allez, on lève. Il ne faut surtout pas éclabousser qui que ce soit. C'est mon premier corps ici. Au début, j'étais très nerveux et pétrifié parce que je ne pensais pas que j'allais pouvoir gérer. Mais je me sens bien. C'est pour ça que je suis volontaire. Je veux justement vérifier que j'arrive à gérer. Si je n'arrivais pas à faire ça, je saurais que je n'ai pas de carrière possible dans le médico-légal. Où est-ce que je peux mettre ce bâton? Je vais le mettre là, à côté du drapeau. Je ne sens rien. La seule chose qui me dérange vraiment, ce sont les mouches partout sur mon visage. Mais je ne sens rien d'anormal.
Je pense en fait qu'il n'a pas encore réalisé. Ça m'est arrivé. Lors de mes 2 premières visites ici, j'étais tellement fascinée par ce qui se passait, les recherches et le potentiel pour identifier les gens. Ce n'est pas horrible, ça ne fait pas peur, c'est juste fascinant parce que c'est quelque chose qu'on veut vraiment faire. Donc on ne fait pas attention à l'odeur, aux insectes. Tu ne remarques pas ces choses-là. Ce qu'on va faire, c'est attraper déjà ce qu'on voit et puis vider un peu l'eau. Comme ça, t'auras pas trop à y mettre les mains. Tu peux le poser juste là. 4, 5. À ce stade de décomposition, je ne suis pas trop dégoûtée. D'habitude, c'est pendant le gonflement du corps, au premier stade, que je suis très gênée. Je trouve que ça a vraiment une odeur nauséabonde. Même si je suis en forme, ça me retourne complètement l'estomac. Je gère cette situation si souvent et depuis tellement longtemps que je ne vois plus les corps comme des êtres vivants. En fait, si vous demandez à mes parents, ils vous diront que j'étais en quelque sorte destinée à cette profession depuis que je suis toute petite. Ils m'ont même fait consulter un psychologue parce que je dessinais des tombes et des cimetières. Ils pensaient que j'avais un problème. Aujourd'hui, ma mère pense qu'il faudrait raconter à tous ceux qui trouvaient que j'allais pas bien qu'en fait, je savais déjà ce que je voulais faire. Elle adore expliquer tout ça à ses amis. Lorsque les corps se sont entièrement décomposés, ils quittent la ferme et sont apportés à l'université. Quand on a fini de nettoyer les os, on les met ici pour qu'ils sèchent. Là, en fait, il y a les individus qu'on a nettoyés ces 2 dernières semaines. Ce crâne était enterré. Il a pris la couleur de la terre, l'élément dans lequel il était. Ceux qui sont à la surface sont blanchis par le soleil, ça les décolore. Ce gars-là était enfoui dans du ciment. Ces os vont sécher là et ensuite j'ai ces boîtes dans lesquelles je les mettrai pour les ramener au département. Je ne fais pas de cauchemars sur ce que je vois pendant la journée. Mais si je regarde un de ces films violents où l'on voit des gens se faire tuer, où il y a des scènes très démonstratives, ça me perturbe au point que je fais des cauchemars à partir de ces films. Vous savez, on sait très bien observer les pathologies osseuses ou les traumatismes sur la chair. Mais qu'est-ce qui nous a amenés là? C'est sans cesse cette question que je me pose, qu'il s'agisse d'un squelette dans les bois ou d'une autopsie. Je peux cliniquement faire face et faire ce que j'ai à faire, mais émotionnellement et spirituellement, et je ne suis pas très spirituel, je me demande toujours comment peut-on se faire ça les uns aux autres? Quel genre d'horreur cette victime a-t-elle enduré? Quel démon s'est défoulé sur ce corps? C'est la partie triste. Toute cette tristesse me bouleverse.
travaille en ce moment sur 2 affaires criminelles. Celle-ci vient du comté de Campbell, dans le Tennessee. Le squelette a été retrouvé en 1985 dans un endroit très isolé. Les restes avaient été éparpillés par les animaux. On sait que cette fillette portait des chaussures de randonnée puisqu'on les a retrouvées. Il nous reste peu d'ossements. Une côte, un radius, des vertèbres. Cette petite fille est non identifiée. On estime qu'elle avait aux alentours de 13 ans. Voilà son crâne. On essaye depuis des années de l'identifier. Nous avions une piste, une petite fille de Louisville dans le Kentucky qui avait le même âge et qui avait disparu à la même période. On a obtenu son dossier dentaire, mais ça ne correspondait pas. Ce n'était pas elle. Le résultat de tout ça, c'est qu'on ne sait toujours pas qui est cette petite fille. C'est plus difficile de travailler sur des enfants que sur des adultes. Peut-être parce que la plupart d'entre nous sommes aussi parents. On comprend bien ce qu'ils peuvent ressentir. Ces villas ont été ôtées beaucoup trop tôt. Des enfants qui meurent, c'est tout simplement tragique. Il y a quelques années, quand ma fille était encore petite, on a eu une affaire concernant une enfant de 3 ans. Elle avait disparu depuis 2 ans et ses os ont finalement été retrouvés. Ils ont été découverts dans un recoin de l'appartement où elle vivait. Je n'ai pas pu travailler sur cette affaire. Cet enfant avait le même âge que ma fille à l'époque. Elle avait de longs cheveux blonds et des yeux bleus, tout comme ma fille. Je ne pouvais pas. Je n'ai pas pu travailler sur cette affaire. Lee et Richard se sont rencontrés à la ferme des corps. Elle a longtemps été son étudiante avant de l'épouser. Ensemble, ils ont eu 2 filles. J'ai l'impression d'être devenue très cynique. Je ne fais confiance à personne quand il s'agit de mes enfants. Je ne laisse pas mes filles jouer dans le jardin à moins d'y être aussi. Je ne laisse pas mes filles aller toutes seules au supermarché. Je ne pense pas que ce soit lié au fait que je côtoie la mort. C'est plutôt à cause des affaires criminelles que je traite et des victimes que j'ai vues. Tu pourrais m'apporter une bière, s'il te plaît? C'est notre soirée burger. Mais ce ne sont pas des hamburgers, ce sont des burgers végétariens. On ne mange pas de viande. J'évite totalement le bœuf, le porc et le poulet. Je garde toujours mes distances. C'est juste pas agréable, surtout avec le travail que je fais. La viande n'est tout simplement plus très appétissante. C'est un peu énervant, tu sais, quand on demande aux autres ce que font leurs parents. Ils disent « mon père fait tel boulot et ma mère reste à la maison ». Moi, je dis que mes parents sont anthropologues et enseignent à l'université du Tennessee. Et qu'est-ce que tu dis sur ta maman? Qu'elle travaille dans un labo en plein air et qu'on ne l'appelle pas la ferme des corps. Bien dit, parfait. Wendy et John l'appellent comme ça. Qui ça? Wendy et John. Sam aussi. Quoi donc? Tu appelles notre centre de recherche par ce nom affreux? Bah, c'est sous ce nom-là que tout le monde la connaît. Les gens sont déjà morts et dans une ferme, tu fais pousser des choses. Je crois que désormais, je t'enverrai les gens pour que tu leur expliques. Tu as tout à fait raison, on ne cultive rien. On récolte.
On récolte, mais on ne cultive pas. La plupart des gens que je rencontre n'acceptent pas mon travail. Ils ne sont pas d'accord avec ce que je fais. Ça va à l'encontre de leurs croyances. Ils pensent que les morts devraient toujours être enterrés, quoi qu'il arrive, qu'on ne devrait pas les déranger et qu'il faudrait les laisser reposer en paix. Parce que la région de Knoxville est très religieuse. Face à cette hostilité, les anthropologues de la ferme des corps ont tendance à vivre en vase clos. C'est un travail nécessaire. La recherche scientifique est vraiment très utile et je le comprends parfaitement. Mais pour être tout à fait honnête, je ne suis pas très à l'aise avec ça. Ce n'est pas que je ne respecte pas ce qu'elle fait, c'est juste que j'appréhende la mort d'une manière complètement différente de ces scientifiques-là. Si je ne suis pas entourée d'anthropologues, il n'est pas convenable de parler de ce que je fais. Le problème, c'est que tout le monde parle de son travail. Du coup, ça limite mes sujets de conversation. J'ai compris au fil du temps que je ne peux pas raconter grand-chose à ceux qui ne sont pas du métier. Là, c'est le fémur et derrière, c'est le tibia. Et il reste encore de la chair ici? Juste un petit peu. Tout était presque parti quand les rats ont commencé à ronger le genou. Ça fait maintenant 2 semaines que je filme et prends des photos de cet endroit. Et là, c'est le genou au bout de 2 semaines. Voilà le genou qu'on voit sur la vidéo. Le rat s'est attaqué à l'extrémité, il a grignoté la graisse et les tissus mous. Ce que nous essayons de montrer, c'est que les rats sont intéressés par les os lorsqu'ils sont frais et bien gras. En revanche, d'autres rongeurs ne s'attaquent aux os que lorsqu'ils sont complètement desséchés. Il faut que le corps reste dehors très longtemps avant que les écureuils ne les rongent. On a ainsi pu établir une échelle de temps. Là, ce sont des dégâts causés par des rats. C'est donc arrivé très tôt après la mort. Tandis qu'ici, par exemple, ce sont des dégâts causés par des écureuils. Et pour qu'il y ait ce type de traces sur l'os, il faut que le cadavre soit resté très longtemps à l'air libre. Donc si on trouve cet individu, on ne parle pas d'une personne qui a disparu depuis 1 mois. Ou même 6 mois. Ou même 6 mois. On est en fait en présence de quelqu'un qui a disparu depuis plusieurs années. Celui-là, au contraire, pourrait être quelqu'un qui a disparu depuis plusieurs semaines. Pas quelques jours, mais bien plusieurs semaines. Nous sommes dans la salle des dons. C'est dans cette pièce que nous conservons les squelettes des corps qui nous ont été légués pour nos recherches. À ce jour, il y en a 500. La collection se développe rapidement. Chaque année, nous recevons entre 80 et 100 corps. On a tous les âges, tous les types ethniques, les 2 sexes. Cette collection permet d'observer tout ce qui peut arriver à un Américain d'aujourd'hui. Par exemple, ici nous avons une craniotomie. À partir de nos archives, on peut savoir combien de temps cette personne a survécu après l'intervention chirurgicale. On peut alors connaître le temps de cicatrisation. C'est très utile si un jour on est confronté à un cas similaire.
avec une victime dans les bois, on saura l'interpréter. Le docteur Marks témoigne souvent comme expert auprès des tribunaux de justice. La dernière fois, lors de la réouverture d'un procès, il a réussi à innocenter un homme en attente depuis 10 ans dans le couloir de la mort. Le procureur prétendait que la victime était morte depuis 2 semaines ou 10 jours dans ces eaux-là. Mais quand j'ai regardé les photos, j'ai su que le cadavre n'était pas mort depuis aussi longtemps. Quand tu as vu des centaines de corps se décomposer sur une colline, tu commences à avoir une bonne idée de l'apparence qu'ils doivent avoir. Étant donné les températures qu'il m'avait données et l'aspect du corps, quelque chose n'allait pas. La victime n'était morte que depuis très peu de temps. Or, à ce moment présumé du crime, le suspect était déjà incarcéré pour un autre délit. Il n'a donc pas pu commettre ce meurtre. Quand je pense que quelqu'un aurait pu être exécuté sur la foi de preuves incomplètes ou mal interprétées dès le départ, ça a été un grand soulagement de savoir qu'il y a une justice. Après 10 ans en prison, cet homme a enfin été relâché. Ça a été une grande satisfaction pour moi. Si l'on peut apprendre quelque chose de nos recherches, à partir des dents roses ou des asticots, que l'on peut ainsi prouver l'innocence d'une seule personne, est-ce que ça n'en vaut pas la peine? Je pense que ça vaut vraiment le coup. Chaque trimestre, les anthropologues interviennent auprès de policiers venus de tout le pays pour suivre un stage intensif de techniques médico-légales. J'ai aussi ses jambes et ses bras et vous verrez même d'autres preuves. C'est une vieille blessure, ça, non? Là, ça a repoussé dessus. Exactement. C'est une blessure cicatrisée. Pourquoi la balle n'a jamais été enlevée? Peut-être qu'il n'est jamais allé chez le docteur ou à l'hôpital quand on lui a tiré dans le dos. Il était peut-être en train de s'enfuir après un braquage et s'est fait tirer dessus. Ça, c'est une fracture et là, une suture. Ok, ça c'est une fracture et ici une suture, donc c'est plus ancien que ça. Nous sommes capables de reconnaître les ossements pour aider les policiers à identifier une personne. Nous pouvons analyser les dégâts causés par une balle et ce genre de choses, mais ils doivent savoir ce qu'il faut récupérer. Les inspecteurs de police doivent apprendre à différencier une preuve de ce qui ne l'est pas. Point d'entrée de la balle ici, c'est ça? Et ça c'est le trou de sortie qui correspond? Cette fracture? Normalement, il y a un gros bout d'os ici et quand cette personne s'est fait tirer dessus, la balle est entrée et a endommagé cet os. Ça a explosé. Cette fracture est le résultat de l'impact de la balle, mais ce n'est pas un point d'impact. J'ai beaucoup travaillé sur des affaires avec des ossements. En fait, on trouve souvent des squelettes. C'est vraiment très utile parce qu'on peut les regarder au calme ici. Comme ça, une fois sur le terrain, nous savons ce que nous avons. Ça donne des références. C'est probablement le squelette d'un nouveau-né. Moyen mémotechnique, le fémur a la même longueur que votre médium, à moins que vous n'ayez des mains immenses. Oh, ils sont tout lisses. Ça semble comme ça. J'ai les mauvais éléments, mais vous voyez l'idée. Ah, donc il y a 3 morceaux dans une vertèbre de bébé, contrairement à l'adulte. Au moins 3. On voit ces corps à divers stades de décomposition ou en différents morceaux de squelette. Ils peuvent avoir été victimes de crimes violents. Si on n'était pas capable de prendre de la distance par rapport à ces corps, on deviendrait fou. I think that I've
La plupart des corps de la ferme ont été légués par des personnes de leur vivant. Près de 400 donneurs ont déjà rempli le formulaire. Dans ce tiroir, ce sont les dossiers des gens qui ont rempli les papiers pour donner leur corps quand ils mourront. J'en fais partie. Voyons. Jens, le voilà. J'ai rempli mon formulaire en novembre 2001. J'ai fait une demande particulière, ne pas utiliser mes restes pour des expériences sur la décomposition. Je sais que mon corps va pourrir et je veux qu'il se décompose, mais je ne suis pas ravie à l'idée que quelqu'un me photographie dans cet état. En revanche, pour mon squelette, pas de problème. Je veux qu'il soit utilisé. Si je pouvais, j'aimerais y jeter un coup d'œil aujourd'hui. Cet homme ne voulait pas être enterré. On a eu cette demande plus d'une fois. Certaines personnes sont claustrophobes et ne veulent pas être enterrées. Ils comprennent qu'ils seront morts, mais l'idée de finir sous terre les perturbe tout de même. Il y a quelqu'un qui ne voulait pas être placé dans l'eau, ce qui ne pose pas de problème. De temps en temps aussi, on a des gens qui nous demandent de garder leur chapeau ou leur t-shirt de l'équipe de foot du Tennessee. On essaie quand c'est possible de respecter ces demandes. Dans ce meuble, ce sont les dossiers des personnes déjà décédées qui ont donné leur corps pour nos recherches. Et dans ce fond-là, on garde les effets personnels qu'on a trouvés sur les corps. Si jamais la famille veut les récupérer, on les a là. Si une famille ne peut pas payer les funérailles qui sont extrêmement chères, elle peut décider de nous léguer le corps. Ça ne lui coûte rien. Un autre moyen aussi pour nous obtenir des corps, ce sont les cadavres non réclamés de la morgue. Donna, ma chère, j'ai du travail pour toi. On a reçu beaucoup de courriers. Moi aussi, j'ai beaucoup de courriers. On a des personnes qui nous ont renvoyé des formulaires. Ce sont les deux parents, la fille et le fils. Vraiment? Toute la famille. Ce sera très intéressant. Je sais qu'on a déjà 2 frères, et puis un père et son fils, et plusieurs couples. Ça va nous donner la possibilité de faire des études génétiques et de voir comment cette parenté se traduit dans les squelettes. Salut! Vas-y, entre. On a un questionnaire biologique. On a besoin d'informations sur toi. On a besoin de connaître ta date de naissance, l'endroit où tu es né, quel âge tu as. Tu t'es déjà cassé un os? Tu ne t'es jamais rien cassé? C'est plutôt bien. C'est marrant, j'y avais jamais pensé. Vivre aussi longtemps sans jamais se casser un os. Et puis nous avons le document pour le don. Tu t'engages à nous léguer ton corps à ta mort. Tu mets ton nom et la date. Il doit être signé par 2 témoins. Je ne pourrais pas faire grand-chose d'utile de mon corps quand je serai mort, mais peut-être que ça peut servir à d'autres personnes. Elle fait du bon boulot. Grâce à eux, on enferme les personnes malveillantes, de vrais criminels. Je ne servirai à rien dans un cercueil. Si jamais Rob meurt avant moi et que je travaille encore ici, ça va me faire très bizarre. Je pense que je ferai tout pour éviter de m'en occuper. Je garderai mes distances. Je ne veux pas vivre ça. En revanche, quand son squelette arrivera au laboratoire, j'aimerais l'étudier, car je pense qu'il doit beaucoup ressembler au mien, et comme ça, j'aurai l'occasion de me voir. J'espère juste que ça sera dans très longtemps, comme tout le monde.
À chaque fois que je marche dans ces allées, je regarde ces corps et je me rends compte qu'ils ont besoin d'être protégés. Ils ont besoin d'un défenseur car même un tas d'os est quelque chose de sacré, d'humain. Je n'oublie jamais que ce sont des hommes et qu'ils doivent être traités avec le plus grand des respects. Et sur les scènes de crime, je ne fais pas de blagues, je ne ris pas aux éclats. C'est un lieu sacré. Le lieu d'un sacrifice ultime. Quelqu'un a perdu sa vie et on doit en tenir compte. Les policiers en stage de technique médico-légale ont aussi des travaux pratiques à la ferme des corps. Ils doivent apprendre à repérer un cadavre enterré et à l'exhumer. Quelque part dans cette zone, les gars, vous devez trouver une tombe. Vous devez faire attention à la topographie et utiliser votre sonde. Observez l'absence de végétation. Vous ne devriez pas faire ça. Ne creusez pas profondément sans savoir où vous allez. Essayez de conserver le niveau. D'accord, mais où est le reste de la main? C'est peut-être par là. Donc je continue à l'endroit où je l'ai trouvé pour tomber sur les autres. C'est ça. Quand on retire les ossements, il faut être certain de tout prendre. On veut être sûr, par exemple, de ramasser tous les petits os de la gorge. Il y en a un très fragile qui peut nous apporter la preuve d'un étranglement. On fait aussi attention à ne pas casser nous-mêmes les os. Ils sont parfois humides et plus fragiles qu'on ne le pense. Et c'est un doigt cassé? Attention les gars, vous en êtes bien aux mains on dirait. Hé, regardez, il avait plus de dents. Quand je regarde un cadavre, me dire que c'est humain, je sais pas, ce serait perturbant. Et si c'était ta mère ou ton père? Il faut évacuer ça de la tête et se dire que c'est une preuve. Cet individu était la 20e donation de 2002. Il a été utilisé en recherche sur la décomposition pour cet entraînement et il va aussi nous servir dans la collection de squelettes. On tire beaucoup de choses des dons que l'on reçoit. Grab the sandal up here, man. Oh no, just a second. I'm gonna throw it in here. Ce cadavre va aller dans la tombe qu'on vient juste d'exhumer. Il servira pour le prochain stage de policier. Bonjour Johanna, ça va? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça faisait longtemps que j'avais envie de voir ça. J'ai regardé son crâne pendant des années et c'est captivant de découvrir son visage.
Elle a la bouille joufflue d'un enfant de 13 ans. C'est la première fois qu'on la sculpte. Ça va être intéressant de voir si ça va nous mener quelque part. Elle portait un collier. Ah oui? Est-ce qu'il est dans la boîte avec les autres preuves? Non, je sais pas où il est, mais je me demande si ça ne pourrait pas nous aider de lui mettre ce collier. Je ne le mettrai pas sur elle, mais en photo, à côté de la sienne. La prochaine étape, ce sera de mettre son visage sur Internet, sur des sites spécifiques où elle pourrait être reconnue. Ça va être encore long, mais on arrivera peut-être à l'identifier. Et quand ça arrivera, ce sera pour moi très émouvant. Je crois que je la vois maintenant. Et c'est toujours un peu étrange, particulièrement la nuit quand je pars. J'éteins la lumière et je me retourne, je la regarde, je m'en vais, je ne la quitte pas des yeux. Je l'observe sous tous les angles. Quand on commence à voir le visage, c'est émouvant. Lee connaît l'histoire de chaque corps de la ferme. Contrairement aux autres chercheurs, elle gère tous les dossiers de donation. This individual right down here. This individual died over the Cet individu est mort pendant les vacances de Noël. Il était plutôt jeune, il avait mon âge. Il a eu un gros problème de santé. Il est allé à l'hôpital et n'a pas survécu longtemps. Là, c'était un vieux monsieur. Il avait une BCPO, une bronchopathie chronique obstructive, et souhaitait faire don de son corps à la science. C'est mon travail de parler à ces gens et à leurs familles. Il y a des moments où ça me stresse complètement. On a eu le cas de cette femme qui voulait donner son corps. Elle est tombée grièvement malade. J'ai parlé des heures avec sa fille. On a reçu son corps de la morgue, on l'a placé et on a découvert qu'elle avait une lettre de sa fille avec elle. Je devais prendre une décision. Est-ce qu'on laisse la lettre là? Est-ce qu'on la met plutôt dans son dossier? J'ai donc dû lire la lettre et j'ai craqué. J'ai pleuré. Je l'ai tendue à quelqu'un d'autre et je lui ai dit que je ne pouvais plus continuer. J'ai quitté le labo. Quand tu travailles plus d'une heure dans cet endroit, l'odeur pénètre tes vêtements. Tu ressens le besoin de changer d'air, de faire autre chose. Je trouve que 2 heures là-bas, c'est mon maximum. Et après, j'ai besoin de partir ailleurs. On a des résidus dans les poumons, l'odeur s'incruste dans les cheveux. On n'arrive pas à s'en débarrasser à moins de respirer intensément. Je ne crois pas que l'on puisse côtoyer les morts dans cet état sans que cela ait un impact sur vous. Nous ne sommes pas des monstres. On a tous nos vies. Le jour où je n'y arriverai plus, quand ce sera trop dur, je ne serai plus compétent comme anthropologue. Et alors, j'arrêterai.